qui saurait me dire qu'est-ce qui fait un médecin du travail? On va voir après. Je vais demander, est-ce que le travail c'est une maladie? Le travail, c'est s'il y a une liaison entre le travail et la maladie. Donc la prévention des maladies professionnelles, c'est tout à fait un des rôles du médecin du travail. La deuxième question, est-ce qu'on est au clair de la différence entre médecin du travail, médecin conseil et médecin traitant? Ces trois médecins qui sont toujours, dont on a des certificats toujours sur les bureaux des employeurs. On va voir ça aussi. Est-ce qu'on est au clair sur les mots qui sont utilisés dans les certificats? Incapacité, inhabilité, inaptitude, limitation, prescription. Comme ça, vous ici devant, vous êtes au clair de... oui, c'est une erreur c'est un italianisme, parce que c'est une inaptitude. La communication avec le milieu de travail, c'est très important. Le médecin peut traduire pour les RH les notions médicales qui sont contenues, qui sont protégées par la loi de protection des données et qui ne sont pas accessibles aux RH. Et puis on va parler un tout petit peu de législation, les obligations de loi. Ce ne sont pas beaucoup, mais quand même ils sont présents. La médecine du travail, premièrement, est une branche spécialisée de la médecine qui vise trois choses. Ça va? Prévenir, promouvoir, maintenir. Prévenir tout dommage causé à la santé, promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique, psychique et social des travailleurs, parce que le lieu de travail peut devenir un lieu de bien-être, mieux qu'en dehors. Un travailleur passe 10, 12 heures de travail par jour, et on peut vraiment faire la différence. Maintenir le travailleur dans un emploi qui soit convenable, prévenir les absences et préparer le retour au travail d'un travailleur qui a été absent pour longtemps et qui s'attend à reprendre son activité professionnelle. Donc le médecin du travail, le médecin que l'employeur s'adjoint afin d'obtenir son assistance pour lui-même et ses employés pour toute question liée à la santé et la sécurité au travail. Le médecin du travail est au service des RH. Dans quelle façon? Comment est-ce que vous envisagez le rôle du médecin du travail au sein des RH? Est-ce que vous avez jamais fait appel à un médecin du travail dans votre activité professionnelle? Pour quelques raisons. Oui, parce que vous m'avez dit. Madame, oui. Pour quelle raison? Voilà, les analyses de risque pour la maternité sont une obligation de loi et sont des tâches qui appartient à la médecine du travail, tout à fait. Je vais vous parler maintenant est-ce que vous voyez le médecin du travail, la différence entre médecin du travail, médecin conseil, médecin traitant. Ce sont des médecins spécialistes. Le médecin du travail fait une évaluation des risques, des études de poste et d'ergonomie, peut fournir des conseils à la direction d'amélioration,
participe à la formation du personnel en termes de santé, en termes de prévention des risques et des maladies liées au travail ou aussi professionnelles, et maintient une liaison avec les médecins traitants en accompagnant le retour au travail, en adaptant le poste, du contenu ou de l'organisation du travail. Donc c'est un professionnel qui est lié, qui est indépendant bien sûr, parce qu'on n'est pas, on reste quand même dans le médical, donc on reste dans l'indépendance médicale, mais on parle tout le temps avec les ressources humaines. Le médecin conseil a un rôle qui est différent, c'est le contrôle du bien fondé de l'incapacité du travail. Vous avez un travailleur qui est absent, fait des absences perlées, est absent depuis longtemps, vous avez un doute par rapport au bien fondé de son absence, c'est le médecin conseil qui va alerter. Le médecin conseil peut aussi contrôler les malades en cours de traitement. Est-ce que le traitement est adéquat? Est-ce qu'un malade grave est en train de faire un traitement homéopathique et pour cette raison il est absent depuis 6 mois? Est-ce que donc on peut vraiment aider le patient, le travailleur absent et aussi l'entreprise? Le médecin conseil n'a aucun rôle de lien entre le travailleur et le milieu du travail, ne fournit aucune aptitude au poste, à la fonction et ne propose aucun aménagement. Le médecin traitant, par contre, pose un diagnostic, reçoit la personne, le travailleur qui ne s'en sent pas bien, il fait un diagnostic, embauche un traitement de collaborateur, établit la durée de l'absence, écrit un certificat d'arrêt maladie, il suit le collaborateur du point de vue clinique, mais ne fournit aucune aptitude au poste à la fonction et ne propose aucun aménagement. Le seul aménagement qu'il propose le médecin traitant, c'est le taux de reprise du travail. Il peut reprendre à 50% pour 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce 50% et comment est-ce que ce 50% va être organisé 2 jours et demi, toutes les matinées, c'est un peu flou. Est-ce que ça vous parle? Bien. Est-ce que vous avez des questions? Pas encore. Oui. J'ai une question par rapport à la circulation des informations entre le médecin traitant et le médecin du travail. Est-ce que le collaborateur doit signer une procuration des charges qui délivre le médecin traitant du secret médical afin qu'il puisse fournir ces informations au médecin du travail? Étant donné que le médecin du travail, ça représente comme un employeur. La question, je répète un instant, c'est est-ce que le travailleur doit signer une décharge au médecin traitant pour que les informations passent au médecin du travail ou aussi au médecin conseil finalement? Oui. Le médecin du travail envoie une demande de renseignement au médecin traitant, posant des questions assez claires, non pas comment va-t-il votre patient, c'est pas ça qu'on veut savoir, mais est-ce qu'il y a un pronostic de retour? Est-ce que vous envisagez des adaptations au poste pour quand il rentrera? Comment est-ce que le milieu de travail peut vous être utile afin que le collaborateur absent puisse retourner? Le médecin traitant normalement convoque son patient, ils discutent ensemble des questions et ils répondent. Dans mon expérience, souvent c'est ça le cas. Au moins que ce soit une maladie grave, par exemple un cancer, le patient est en chimiothérapie, peut-être hospitalisé, il va demander bien sûr au patient de pouvoir répondre, et puis il va répondre au patient avec avec un cancer, il va mettre le diagnostic dans
sans convoquer le patient. Bien entendu, les informations médicales sont confidentielles, ne sortent pas du bureau du médecin et aucune information médicale, strictement médicale concernant le diagnostic sera fournie au milieu de travail. Ça c'est au clair. Mais le patient peut refuser que son médecin traitant parle avec qui que ce soit. Avec les autres membres de la famille, avec des autres professionnels de la santé. Ça ne m'a jamais arrivé, parce que c'est une question de poser les bonnes questions et de donner les raisons pour lesquelles on demande. Ce n'est pas un contrôle, mais c'est une aide. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Est-ce que vous avez encore des questions concernant les rôles des médecins? On a aussi un autre médecin que je n'ai pas noté ici, c'est le médecin expert. Le médecin expert est un super partes, le grand expert de la colonne lombaire. Il passe toute sa vie à contrôler 4 vertèbres lombaires, les 5, non, je ne dis pas comme ça, ils sont normalement des personnes qui sont professeurs à l'université plutôt que présidents de sociétés scientifiques ou qui font une expertise au-delà de quand il y a des conflits concernant les raisons de retour au travail et concernant les causes de maladie. Et aussi la reconnaissance d'une AI, d'une invalidité. Ce sont des experts qui coûtent beaucoup à l'employeur ou bien au travailleur, ça dépend de qui l'embauche. D'ailleurs, je voulais vous demander, comment est-ce qu'on peut, qui est-ce qui peut embaucher les médecins? C'est qui peut demander une consultation du médecin du travail, une consultation, un avis du médecin conseil et un avis du médecin traitant? Est-ce que ce sont les employeurs? L'employeur peut demander un avis du médecin du travail, du médecin conseil, mais non pas du médecin traitant. Enfin, tout le monde peut demander tout, mais voilà, ça ne sera pas le patient, le collaborateur peut par contre demander à son tour un avis du médecin du travail, un avis du médecin conseil et un avis du médecin traitant. Il peut tout. Le médecin du travail est le seul médecin qui se rend sur place au travail pour regarder exactement ce qui est fait, les tâches, les activités qui sont faites par le collaborateur qui devrait retourner au travail ou qui se plaint d'un mal-être au travail, d'une maladie au travail. Expliquer les mots utilisés dans les certificats. Incapacité, ça veut dire je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne peux faire aucune tâche. Inaptitude, pour la tâche, c'est je ne peux pas, je n'y arrive pas, mais je pourrais faire autre chose. Limitation, on peut être limité dans l'horaire. Par exemple, je ne peux pas travailler avant 10 heures du matin parce que médicalement, je prends un médicament qui se sert à 8 heures le matin, 9 heures le matin et avant cet horaire, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas retourner au travail les jeudis et les lundis parce que j'ai ma chimiothérapie ces jours-là, j'ai mon traitement ces jours-là et c'est pas à l'employeur de le savoir. Donc je peux avoir des contraintes horaires.
non pas pour des raisons personnelles, mais pour des raisons médicales. On est toujours dans le médical. On peut avoir un pourcentage. Je ne peux pas travailler plus que 50, 60, 20. Normalement, 20, c'est le minimum. Autrement, on ne rentre pas au travail parce que c'est trop compliqué pour les employeurs d'organiser un travail pour quelqu'un qui rentre à 20%. Alors, tu ne rentres pas. Un minimum, c'est 40, minimum de jours. Voilà. Mais pour un pourcentage. Parce que la charge du travail ne devienne pas une cause de prolongation ou de nouvelle absence maladie. La charge de travail, on peut par exemple faire une personne qui gère 10 dossiers par jour, on peut demander que cette personne qui a été absente pour maladie pour longtemps, qui a un hasard, que la charge de travail soit de 5 par jour. Qu'il puisse reprendre, se remettre dans le bain, non pas en tant que pourcentage horaire où il se stresse dans la moitié du temps avec la moitié du travail, mais qu'il fasse la moitié du travail dans le même créneau horaire, plus lentement, pour une certaine période, 2 semaines, 1 mois. Et le type de tâche. J'ai une collaboratrice qui est rentrée au travail à 50%. Elle pouvait gérer les dossiers, mais non pas faire les appels téléphoniques. Parce que les conditions de son cou, elle avait subi une opération à niveau cervical, ne lui permettaient pas de faire des rotations pour une période de convalescence. Donc elle était toute contente de retourner au travail parce qu'après une longue absence, on perd aussi le rythme de sa propre vie. On devient une espèce on perd le sens de la société. Hein. C'est pour ça que l'absence doit être le strictement nécessaire. Parce que le but, c'est que tout le monde soit content au travail. Voilà. Et la prescription. Je peux travailler, mais qu'avec un aménagement. Par exemple, des lunettes de correction, une chaise avec appui nucal. Par exemple, dans mes patients, j'ai eu le cas d'un enseignant qui a fait un AVC, grand AVC. Il enseignait dans une école de Genève. Il est retourné au travail après 11 mois. Il ne pouvait plus faire les escaliers. On a dû aménager ses classes au rez-de-chaussée. On a dû aménager que... Je vais vous passer la présentation, madame. Ah, pas de souci. Pas de souci. Vous pouvez me poser toutes les questions, je vais tout poser. Après, s'il y a des copyrights, on va en prison ensemble. Quand est-ce que mon collaborateur absent depuis longtemps va revenir? Aussi, son poste sera-t-il adapté? Tac, médecin du travail. Je souhaiterais discuter d'un programme de promotion de la santé en entreprise. Cessation du tabagisme, amélioration de l'ergonomie, des programmes de défi fitness, il y a plein des programmes de mindfulness. Pourquoi pas quand même avoir l'avis du médecin du travail qui connaît la raison pour laquelle les personnes sont absentes et peut guider sur un rôle plutôt qu'un autre. Comment pourrais-je prévenir des cas de burn-out dans mon entreprise? Je vous glisse comme ça le mot burn-out. Ce n'est pas le but de ma présentation. On pourrait parler pour des journées entières du burn-out, en sachant que c'est un diagnostic précis. On peut en parler après. Mais alors, on peut parler de troubles psychosociaux et de conflits au travail. Comment est-ce que je pourrais prévenir? Pourquoi y aurait-il autant d'absentéisme dans un certain département? Le département du marketing, il y a toujours des absents, plusieurs absents. Alors on fait une analyse des absences. Est-ce qu'ils sont liés? Est-ce qu'il y a une courbe par rapport
aux horaires, par rapport à la saison de l'année, par rapport à un certain âge, par rapport à un sexe, par rapport à la tâche. On fait des analyses, on voit et on cible des actions afin de diminuer l'absentéisme de façon ciblée. La loi m'oblige à effectuer une analyse des risques pour une collaboratrice enceinte. La loi oblige. J'appelle le médecin du travail. Le turnover des collaborateurs est très élevé. J'aimerais un avis neutre. Pourquoi les gens s'en vont? Ils arrivent, ils semblent bien. Est-ce que c'est une erreur de casting de la part des ressources humaines? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans l'organisation, qui est attractive au début, mais après qui n'est plus attractive? Est-ce qu'il y a une raison peut-être à rechercher aussi dans le bien-être de l'entreprise? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce sont des situations que vous vous êtes posées dans votre vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des autres situations professionnelles que je n'ai pas mentionnées? Il y en a plein. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit? C'est le mot harcèlement qui m'est venu à l'esprit. Mais en fait, ça va s'englober aux indéclarés. Ça va s'englober aux indéclarés. Des maladies psychosomatiques. Les harcèlements sont toujours le symptôme d'un mal-être de ceux qui le subit et ceux qui le fait. On a deux personnes, on a un personnage, disons, je ne veux pas utiliser le mot toxique, mais parce que j'aime pas, il n'y a aucune personne qui est toxique, au moins qu'il soit irradié par du polonium et donc il est toxique, mais autrement, c'est toujours le sentiment de quelque chose qui ne joue pas, quelqu'un qui n'est pas bien à sa place. Et on a donc une victime, plusieurs victimes, parfois c'est toute une équipe qui est victime d'harcèlement par un supérieur hiérarchique qui n'est pas bien à sa place, qui n'arrive pas à exprimer ses mal-être d'une façon plus constructive que de détruire les autres. J'ai 5 minutes, oh mon Dieu, on va en parler encore. Vous m'écrivez, on va faire sur un café, on va discuter de ça. Je vais vous parler d'ergonomie. Je sais que vous savez tout d'ergonomie, mais ergonomie, parfois on pense, on règle la chaise, on regarde que la fenêtre ce soit à droite pour les à gauche pour les droitiers, à gauche pour comment j'ai dit, à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers, et c'est un peu fini l'auteur d'écran. Non, on a le travailleur, le physique professionnel. Est-ce qu'on a... Il est grand, il est petit, on a acheté tout pareil pour tout le monde. Est-ce qu'il est adapté à sa profession? On met un cadre pas à sa place. On a des responsables d'équipe dans l'équipe, mais évidemment ils ne peuvent pas travailler. Il faut un box, il faut un bureau pour qu'ils puissent travailler, se concentrer, préparer, téléphoner. Les préférences, je voudrais être au rez-de-chaussée parce que j'ai du mal à faire les escaliers. Non, je te mets au 5e étage parce que ton équipe est là-bas. Alors on peut trouver des solutions. Limitation, prescription, on en a déjà parlé. La tâche, les postures répétitives, monotones, rythme, même les métiers les plus haut placé dans l'imaginaire, un neurochirurgien a des gestes répétitifs, un dentiste a des postures épouvantables, la monotonie pour un CEO de rencontrer des clients, des potentiels clients, quand on a un disque qui revient, on répète, c'est aussi des gestes répétitifs. Non pas seulement mettre les boîtes dans une usine, exiger le rythme,
le pace, le rythme, combien par heure, est-ce que j'ai quelqu'un qui me contrôle, est-ce que je dois en faire plus et plus vite pour avoir un avancement de carrière, la pression, les exigences, l'aptitude. Je vais faire vite, les outils. Est-ce qu'on a changé de logiciel et personne n'en sait rien? Ça arrive. Est-ce qu'on a changé de logiciel et tout le monde pense que l'autre était beaucoup mieux? Ça arrive tout le temps. Est-ce qu'on a reçu des formations? Ouais, 5 minutes ou bien des formations en ligne. Voilà. L'ambiance du travail, l'emplacement, l'ampleur, l'exposition, la température, l'éclairage. On met dans un open space 20 personnes qui ont toutes des soucis et des envies différentes. On ne peut pas faire content tout le monde, mais on peut essayer de trouver des solutions individuelles. L'organisation du travail, l'équipe, l'autonomie, la communication, on peut travailler, on peut avoir un travail en classe soit près des toilettes. Il avait des béquilles, il était tout à fait capable dans sa tête, les élèves l'attendaient, tout le monde l'attendait, mais il y avait des contraintes. Alors, on a aménagé pour qu'il puisse avoir son retour au travail et sa vie professionnelle de retour. Est-ce que c'est compréhensible? Ouais. Est-ce que ça vous aide? La communication entre le médecin du travail et le milieu de travail. Alors un petit rappel, le médecin du travail, le médecin que l'employeur s'adjoint afin d'obtenir son assistance pour lui-même et ses employés pour toute question liée à la santé et à la sécurité au travail. C'est la définition de l'AMG, de l'Association des médecins du canton de Genève.